quart de finale de la Coupe du Monde. Nous y reviendrons. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans l'organisation de la communauté arabo-islamique réunie en congrès constitutif. Les acteurs du secteur ont posé les bases du Conseil national arabo-islamique, une structure destinée à fédérer les initiatives et à renforcer la concertation. Le patrimoine textile béninois est à l'honneur. La première édition de la nuit du Canva et de l'Indigo a célébré l'excellence du savoir-faire national autour du thème héritage d'avant-garde, luxe, modernité, identité africaine. Une soirée de prestige réunissant autorités, créateurs, artisans et acteurs de la culture pour mettre en lumière les textiles emblématiques du Bénin. À l'international, les électeurs de Sao Tomé-Principe se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président, avec un second tour envisagé le 9 août en cas d'absence de majorité absolue. La Belgique, elle, est frappée par de violentes inondations à la suite de pluies torrentielles. En visite officielle en Russie, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a été reçue par le président russe qui exprime sa gratitude pour le soutien dans le contexte du conflit en Ukraine. Voilà pour les titres, restez avec nous. Actualité football avec ces deux géants, deux styles et cette même ambition de décrocher le trophée suprême du football mondial. Au terme d'une finale intense et disputée jusqu'aux prolongations, l'Espagne a fini par avoir le dernier mot. Il a fallu attendre les derniers instants pour voir la décision tomber au second poteau. Ferran Torres va profiter d'une magnifique déviation de Nico Williams pour placer un sublime plat du pied sous la barre. Cette fois, Emiliano Martinez ne pouvait plus rien faire. Un but unique, mais suffisant pour offrir à la sélection espagnole un nouveau sacre. L'Espagne ajoute ainsi une deuxième étoile à son maillot et inscrit une nouvelle page dans l'histoire du football mondial. Et voici, ici même, à chaud, quelques réactions recueillies à Cotonou. Mais en vrai, moi, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été déçu. Mais bon, que le meilleur gagne, c'est ça, on dit souvent. C'est un match très intéressant auquel on a assisté entre deux grands joueurs du foot, notamment Lionel Messi et Lamine Yamal, qui aujourd'hui a mis fin au suspense et on est très content d'avoir suivi ce match. Je suis pro-Messi, donc on s'attendait à un match très intéressant, mais malheureusement le milieu du terrain de l'Espagne a bouffé les Argentins et puis voilà, ils ont gagné logiquement sur un score mérité. Mais bon, vous connaissez le talent de Lionel Messi, parce qu'après tout, voilà, il a fait un très bon parcours et il a pu réaliser des choses extraordinaires dans le football, que notamment Cristiano Ronaldo n'a pas pu faire. On est très contents. Et allez Messi, allez Messi! Avant la compétition de la Coupe du Monde, moi j'avais prédit que l'Espagne sera champion du monde. Bien évidemment que je supporte Messi, je suis pro-Messi, mais aujourd'hui on est venu ici pour regarder le match avec de l'enthousiasme. Même si Messi gagnait, Yamal gagnait l'Espagne ou bien l'Argentine, nous on est venu en jouant, on savait déjà. L'Argentine n'a pas bien joué, je suis fiscal Barça, mais l'Argentine n'a pas bien joué. C'est qu'ils ont cassé le but là, qu'ils ont commencé par jouer. Donc l'Espagne a mérité, franchement. Au début du match, on savait tous que l'Espagne allait gagner. Seulement qu'on supportait les deux équipes parce que moi je suis barcelonais. Barcelonais supporter 100% Messi. Donc je supporte l'Argentine en premier et l'Espagne en deuxième position. Donc peu importe le gagnant, allez Barça, allez Messi, allez l'Espagne, vive l'Espagne. Vamos! Et cette actualité qui mobilise la capitale sierra-léonaise depuis plusieurs jours maintenant. Elle accueille en effet les différentes réunions statutaires de la CEDEAO. Hier samedi, le pays a été le théâtre d'une double cérémonie d'inauguration, celle du dépôt logistique humanitaire et militaire de la CEDEAO, ainsi que celle du Centre international de conférence Julius Maada Bio. Ces événements d'envergure ont réuni les instances de l'organisation régionale aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le point avec nos envoyés spéciaux Victorine Bondé et Jean Nombivin. Des drapeaux de la CEDEAO qui flottent, des bâtiments flambant neufs. À Lungui, à environ 45 minutes de traverser un bateau de Freetown, l'organisation ouest-africaine dispose désormais de son nouveau dépôt logistique. Un outil stratégique au service de la paix et de la sécurité régionale, inauguré ici par plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.
Devant les défis humanitaires qui interpellent notre région et la nécessité pour la CEDEAO de renforcer ses capacités de réponse rapide et de préparation. Le choix de la Sierra Leone pour abriter ses infrastructures stratégiques est également important de par son positionnement important sur la côte atlantique et son expérience en matière d'appui des opérations logistiques et de maintien de la paix. La Sierra Leone demeure un emplacement stratégique. Autre temps fort de cette journée, l'inauguration du Centre international des conférences Julius Maada Bio. Construit à proximité de l'aéroport international de Freetown, il a été conçu comme un lieu moderne et modulable pour accueillir les grands rendez-vous régionaux et internationaux. C'est un investissement effectué par la République de Sierra Leone. Il démontre notre détermination à positionner la Sierra Leone en tant que destination privilégiée pour les conférences régionales et internationales, la diplomatie, entre autres, et le dialogue stratégique. Dans ces murs, il y aura les discussions sur les décisions qui affectent la vie de millions de personnes dans cette communauté. Doté d'une salle de conférence de plus de 1400 places, le Centre international des conférences Julius Maada Bio accueille le 69e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une rencontre de haut niveau consacrée aux grands enjeux de paix, de sécurité et d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Et nous apprenons que le président Romuald Wadaini s'est rendu à ce sommet en terre sierra-léonaise. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Retour au Bénin dans un tout autre registre. À présent, le pays franchit une nouvelle étape dans l'organisation de sa communauté arabo-islamique. Réunis en congrès constitutif, les différents acteurs ont posé les bases du Conseil national arabo-islamique, une nouvelle structure appelée à fédérer les initiatives, à renforcer le dialogue et à définir les grandes orientations de cette organisation. Le reportage est signé Mathieu Sédémedi et Gildas Vito. C'est une rencontre qui marque l'aboutissement de plusieurs mois de concertation. La communauté arabo-islamique du Bénin franchit une nouvelle étape dans son organisation avec la tenue du congrès constitutif du Conseil national arabo-islamique. Le Conseil national pour l'éducation et l'enseignement arabo-islamique du Bénin est né du fait que au niveau de l'Institut de langue arabe de la culture islamique, nous avons constaté que nos élèves, nos étudiants qui arrivent avec un bac obtenu dans les écoles arabo-islamiques du Bénin. Il est très difficile pour nous à reconnaître ces diplômes-là. C'est de là qu'est venue l'idée. Nous avons pu faire 2 tournées à travers tout le Bénin, du nord au sud, où nous avons regroupé toutes les écoles arabo-islamiques du Bénin et également les écoles franco-arabes pour pouvoir mettre sur pied un programme qui unit toutes les écoles. Et aujourd'hui, c'est pouvoir mettre en place une association qui puisse suivre ce travail-là qui a été fait pendant 2 ans, 3 ans. À travers ce congrès, les participants entendent renforcer la cohésion entre les différentes composantes de la communauté, promouvoir le dialogue et mettre en place une organisation capable de défendre leurs intérêts communs. Après le congrès, on va dire que tous les établissements arabo-islamiques au Bénin se sont réunis et ils vont désormais travailler ensemble. Et après, nous allons à l'examen national, comme se fait le bac, le BPC et autres. Ça fait partie de ce qui nous attend. Et pour atteindre ça, il faut réunir les écoles, il faut avoir un programme uni entre toutes les écoles. Le Conseil national arabo-islamique ambitionne désormais de conduire des actions en faveur de l'unité, de l'éducation, du développement communautaire et de la promotion des valeurs de paix et de vivre ensemble.
Place à présent à la jeunesse entreprenante. Aux Olympiades du business, de jeunes porteurs de projets ont relevé un défi de taille. Imaginer, concevoir et défendre leurs projets en à peine 48 heures. Créativité, innovation et esprit de compétition ont rythmé cette compétition, véritable vitrine du génie et de l'audace entrepreneuriale de la jeunesse béninoise. Découverte avec Katel Nda et Françoise Issou. Ici, au centre communautaire EIA, les idées prennent vie et les ambitions s'expriment. Réunis pour le lancement de la toute première édition des Olympiades des jeunes entrepreneurs, ces enfants et adolescents présentent leurs projets devant un jury avec un objectif simple: convaincre et décrocher le titre de champion business 2026. Ce qui bloque plusieurs personnes qui ont de bons projets, c'est le financement. Et la recherche de financement, c'est tout. C'est là où ça se joue. Si vous avez les moyens, on peut faire de grandes choses. Et pour que les gens vous croient et mettent de l'argent dans votre projet, il faut savoir en parler. C'est pour ça que nous, on a créé justement les Olympiades du business pour permettre aux jeunes de parcourir toutes les étapes de gestion d'une entreprise sous forme de compétition, parce que l'éducation par la compétition, ça fonctionne. Créativité, pertinence du projet et qualité de la présentation. Les participants doivent convaincre le jury du potentiel de leur entreprise. Dans ce genre d'exercice, il faut que les équipes soient capables de présenter les besoins et les solutions qu'ils apportent à des problématiques bien déterminées. Aussi dire le besoin de financement qui est exprimé pour le projet. De l'idée à la présentation, les participants ont relevé le défi de développer en 2 jours des projets porteurs d'innovation et d'impact. Au cours de ces séances, nous avons amené les enfants à d'abord prendre connaissance de l'étendue de leur travail, ce qui leur est réservé comme tâche. On a parlé du problème, de la solution, du modèle économique. Donc notre travail n'a pas été juste un travail de juste donner, mais de suivre un processus de construction de leur futur entrepreneurial. Au-delà de la compétition, cette Olympiade relève une jeunesse créative, ambitieuse et prête à relever les défis de demain. Prendre soin de sa santé aujourd'hui pour mieux vieillir demain, c'est le message porté par le professeur Zoumenou à l'occasion de son 60e anniversaire. Plutôt qu'une simple célébration, il a choisi d'offrir au public une conférence débat consacrée aux bonnes pratiques pour vieillir en préservant sa santé et en prévenant les maladies chroniques. La rencontre s'est tenue vendredi dernier à Cotonou, compte rendu avec Ghislain Poguet et Mathieu Debeglo. Sur le podium, le professeur Eugène Zoumenou, entouré de nutritionnistes, de pneumologues, de kinésithérapeutes, de psychiatres, de médecins généralistes. Le sujet de discussion, comment prévenir les maladies chroniques et jouir du bien-être en vieillissant. Avec l'âge qui avance, chez beaucoup de personnes, le diabète apparaît comme l'hypertension, l'embolie pulmonaire et d'autres maladies chroniques. Comment s'entretenir pour éviter ces maladies? Les panélistes ont apporté des éléments de réponse. C'est une première pour moi de participer à un événement où on parle de bien-être, de santé, prise en charge de la personne humaine pour fêter un anniversaire. Un sujet qui m'a vraiment intéressée, c'est quand un des panélistes a parlé de sommeil. Le sommeil. Dormir 8 heures par nuit, ce n'est pas de la paresse. C'est quand vous dormez que votre cerveau se nettoie. C'est quand vous dormez que vos cellules régénèrent. Dans sa communication du jour, le professeur Eugène Zoumenou identifie 5 piliers auxquels il faut s'adosser pour éviter les maladies et bien vieillir. Boire, manger, bouger, penser et dormir. Des piliers qui doivent devenir des habitudes si l'on veut bien vivre et bien vieillir. Nous avons besoin de nous informer sur la prévention pour mieux vieillir et éviter ces maladies chroniques. Vous avez déjà entendu, vous tous, parler d'AVC, d'embolie pulmonaire, c'est tous les jours. On peut prévenir. Je bois de l'eau, je ne bois pas d'alcool, ou le moins possible. Et dès qu'on se lève, il faut boire le premier verre d'eau. Je mange peu sucré, peu gras, peu salé. Et surtout, je ne mange qu'aux heures de repas. Je ne mange pas entre les repas. Il faut bouger. Si vous ne bougez pas, vos muscles fondent. Et dans la vieillesse, vous devenez un handicapé. Si vous voulez rester indépendant tout au long de votre vie et surtout dans la vieillesse,
il faut bouger pour que les muscles se renforcent, pour que le cœur se renforce. La gestion du stress, la santé mentale, il faut savoir gérer son stress. Et je dis souvent, il faut faire attention aux objectifs non réalisables. Faites ce dont vous êtes capable. Ne vous mettez pas des fardeaux sur le dos. Je l'encourage à rééditer parce que nous avons été impressionnés par tout ce qu'on a appris ce soir. Dormir, manger, boire, bouger et prendre soin de son mental, les clés du bien-être, de la pure santé et de la bonne vieillesse. À bon entendeur, salut. Voyons celui-ci qui continue de faire entendre sa voix sur la scène littéraire. Lauréat du Grand Prix littéraire 2024, Fousseni Tanko Bana Koroji revient en librairie avec Coupable, un roman qui plonge le lecteur au cœur des tourments d'un homme rattrapé par les conséquences de ses actes envers son épouse. C'est un récit qui interroge les liens du mariage, la faute, le remords et la possibilité du pardon. L'ouvrage a été lancé officiellement devant un public passionné de littérature. Odette Dossou, Fallon, qui sait ou non. C'est un roman de 173 pages. Au fil de chacune d'elles, Fousseni Tanko Bana Koroji raconte l'histoire poignante de Boudiarma, un paysan dont le destin bascule après avoir publiquement humilié son épouse. L'histoire est simple. Un jour, Boudiarma est couché au milieu de sa cour, pendant que sa femme fait, je dois dire, les travaux domestiques comme traditionnellement au village. Et puis, il y a une jeune fille qui passe. Boujana a eu une réflexion, pour le moins, d'un profond manque de respect pour sa femme. Boujana a vu la dame passer, a admiré sa beauté et ses formes intéressantes, et a lâché cette réflexion-là à haute voix. Voilà ce qu'on appelle femme. Cette réflexion a profondément, je dois dire, blessé la dame. À travers ce récit, l'auteur met un accent sur la responsabilité de chacun dans la vie de couple, le respect de la femme et les conséquences des violences verbales et psychologiques. Ce auquel nous assistons depuis des années, c'est ce décalage, ce deux poids, deux mesures, où c'est l'homme qui contrôle tout, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui dicte la loi, alors qu'en réalité, le monde devrait être un monde paritaire pour tous. Donc c'est avec un grand bonheur que nous avons reçu ce troisième manuscrit de l'auteur sur lequel nous avons travaillé pendant environ 6 mois. Cet ouvrage, le 6e de l'auteur et le premier après son prix Jean Plia de la fiction 2024, vient rappeler que la littérature n'est pas seulement un divertissement. Elle peut aussi être un levier de changement des comportements. Alors, nous appelons de tous nos voeux cette ère où l'homme traitera son épouse avec beaucoup de grandeur d'âme, d'amour et de respect. Coupable, 173 pages, pour raconter une histoire, mais surtout pour poser une question universelle. Un foyer durable peut-il se construire sans respect mutuel ? Place à présent à la création et au patrimoine. Le savoir-faire textile béninois a été célébré avec éclat à l'occasion de la première édition de la Nuit du Convoi et de l'Indigo, une rencontre placée sous le thème « Héritage d'avant-garde, luxe, modernité, identité africaine ». Autorités, créateurs, artisans, partenaires et acteurs du monde culturel se sont retrouvés pour une soirée d'exception consacrée à la valorisation des textiles emblématiques du Bénin et à leur rayonnement. Le reportage de Saint-Tige Quimpon et Castel Mento. Et si l'on remontait le fil de l'histoire royale du convoi et de l'indigo? Avant d'être une source d'inspiration pour les stylistes, ces tissus racontaient déjà la noblesse, les traditions et la grandeur des royaumes du Bénin. Le temps de cette soirée, le podium devient une cour royale où le passé ouvre la voie à la création contemporaine. Qui a dit que le convoi ou l'indigo ne pouvait pas faire tourner les têtes? Ces tissus béninois n'avaient pas attendu la mode pour résister,
Mais au cours de cette soirée, ils changent de statut. Sous les projecteurs, ils se réinventent, s'imposent et font sensation. C'était extraordinaire, j'ai beaucoup apprécié voir que nos stylistes regorgent d'autant de talent, de créativité. Franchement, j'ai vu des tenues qui sortaient de l'ordinaire et j'étais très émue. En tout cas, j'ai très bien apprécié et je me rends compte qu'au Bénin, on a beaucoup de qualités, on a beaucoup de compétences. Nous avons vu que le Kanvo et l'indigo qui font partie du patrimoine textile de notre pays ont été mises en valeur tout simplement, avec d'autres innovations qui montrent l'évolution de cette couture de la tradition vers la modernité. Robe de soirée, ensemble contemporain, veste structurée, le convoi et l'indigo se plient à l'imagination de 15 stylistes béninois bien décidés à démontrer que la tradition et la modernité peuvent défiler d'un même pas. L'initiative qui nous réunit ce soir, elle vise à promouvoir le canvas et l'indigo comme les fiers emblèmes du patrimoine textile béninois. Au-delà du spectacle, cette première édition porte une ambition, faire du textile local un levier de création, de richesse, d'emploi et de rayonnement pour le Bénin. L'artisanat est un véritable levier de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement pour notre pays. Il mérite d'être connu, mieux valorisé et résolument tourné vers les marchés nationaux et internationaux. Puis vient le moment des distinctions. Plusieurs stylistes sont honorés pour leur engagement à faire vivre et évoluer la mode béninoise. Le thème de ce défilé déjà, c'est l'héritage avant-garde. Donc ce qui veut dire, nous sommes fiers de consommer local d'abord. Donc aujourd'hui avoir la collection des créateurs que nous sommes, que ce soit du grand au petit ou du petit au grand, j'en suis sûr que le public aussi est déjà content. Les créateurs qui étaient présents sur la scène ce soir aussi ont fait un travail extraordinaire. Vous demandez, est-ce que vous pouvez me présenter ce que vous avez dit? Ma tenue, c'est le Abada, comme on le dit. Et comme moi, je suis natif du Grand Mono, j'ai toujours ma serviette pour montrer cette différence. La nuit du Kanvo et de l'indigo. Une première édition qui laisse déjà entrevoir une ambition plus grande. Faire de cette initiative un rendez-vous incontournable de la mode béninoise où le patrimoine ne se conserve pas seulement, il se porte, s'invente et se transmet. Vive le Kanvo et l'indigo. Parlons maintenant d'une autre création africaine, la musique et la culture urbaine, le festival d'Alash Kankpé, qui célèbre notamment cette année sa 11e édition avec un retour aux sources. Le temps d'une soirée, les pionniers du hip-hop béninois ont retrouvé la scène aux côtés d'une nouvelle génération d'artistes. Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission, du partage et de la préservation d'un mouvement qui, au fil des années, continue d'écrire son histoire. Odette Dossou, Ulvaeus Balogun. Les premières notes retentissent. Les projecteurs s'allument et les souvenirs remontent. Au festival d'Alash Kankpé, le hip-hop béninois retrouve ses racines. Cette 11e édition rend hommage à celles et ceux qui ont posé les premières pierres d'un mouvement devenu aujourd'hui un véritable phénomène culturel. Si tu aimes le hip-hop, si tu aimes du bon rap, si tu aimes le hip-hop, sur scène, les légendes croisent les étoiles montantes. Une rencontre entre deux générations, un même langage, une même passion, le rap. Alors, le festival d'Alash Kankpé, c'est un festival de musique urbaine, de musique hip-hop, qui se veut être un festival école
où on y retrouve des formations, des masterclass, des concerts et bien sûr des défilés de mode, des expositions. Question quand même d'amener cette nouvelle génération à comprendre, à revivre le mouvement hip-hop. Bien plus qu'un concert, c'est un voyage à travers l'histoire du hip-hop béninois. Une histoire faite de rimes, de créativité et de résilience. La particularité cette année, c'est justement le rajout du kankwe pour montrer qu'on est devenu plus fort et aussi partir aux origines où on peut retrouver des gars comme Dibi Dobor, des gars comme Sergent Marcus, Logozo et aller au-delà de nos frontières, aller chercher des artistes d'un certain niveau comme Suspect 95. Chaque prestation rappelle ici que le hip-hop n'est pas seulement une musique, mais aussi une mémoire collective qui continue de se transmettre. C'est juste de la reconnaissance pour ce que nous avons fait, les sacrifices que nous avons consentis pour installer le hip-hop et le rap au Bénin et que justement des plus jeunes que nous retendent la main aujourd'hui. Ce n'est qu'une très bonne chose à perpétuer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va capter le point. À travers cette programmation, le festival d'Alash Kankwe réaffirme sa vocation, préserver l'héritage du hip-hop béninois et offrir une scène à celles et ceux qui écrivent désormais son futur. À l'international, les électeurs de Sao Tomé et Principe se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président avec un second tour envisagé le 9 août en cas d'absence de majorité absolue. La Belgique, elle, est frappée par de violentes inondations à la suite de pluies torrentielles. En visite officielle en Russie, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a été reçue par le président russe qui a exprimé sa gratitude pour le soutien dans le contexte du conflit en Ukraine. Rodrigo Bagüeto pour le petit tour. Les électeurs de Sao Tomé et Principe ont voté ce dimanche pour élire leur président. Les deux favoris sont issus du même parti, l'Action indépendante démocratique ADI. Le président sortant, Carlos Villanova, affronte une autre figure politique santoméenne, le député Nito Viegas d'Abreu, soutenu par son rival, l'ancien premier ministre Patrice Trovoada. L'archipel d'Afrique centrale est souvent cité comme un modèle de démocratie sur le continent. De fortes précipitations associées à des orages particulièrement intenses provoquent en Belgique des inondations et d'importants dégâts matériels, notamment dans la région de Namur et dans plusieurs communes de la Basse-Sambre, mobilisant massivement les services de secours. Certains sinistrés parlent d'hécatombe et déplorent les dégâts. Un incendie dévastateur situé à 100 km au nord de Madrid, la capitale espagnole, a ravagé 12 000 hectares alors que l'Espagne déclenche des alertes d'urgence face à sa troisième vague de chaleur majeure de l'été. Environ 350 pompiers et militaires de l'unité militaire d'urgence sont déployés sur la zone, aidés par 25 engins aériens pour tenter de contrôler les flammes. En visite officielle en Russie, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères rencontre le président russe Vladimir Poutine. Une fois encore, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le soutien apporté à l'opération militaire spéciale que nous menons, a déclaré le président russe, faisant référence à l'offensive en Ukraine. Ainsi se referme ce journal. Merci de préférer Bénin TV. Le mot s'arrête ici, les faits continuent. En revanche, à demain, à bientôt pour un nouveau regard sur le Bénin et sur le monde. Bien à vous.